Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et c'est parti pour Patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les mercredis au monde des crypto-actifs ou des crypto-monnaies. On regarde l'écosystème, on regarde son dynamisme et aujourd'hui, on vous propose un focus plus particulier sur la fiscalité appliquée aux crypto-monnaies alors que plusieurs amendements ont été examinés à l'Assemblée nationale pour faire évoluer celle-ci dans le cadre de la loi de finances 2022. Certains ont été votés, d'autres ont été rejetés. Nous faisons le point avec Pierre Persson, député de la 6e circonscription de Paris. Bonjour Pierre Persson. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci de venir décrypter un petit peu pour nous les décisions qui sont prises ou non sur la fiscalité des crypto-monnaies. Vous êtes vous-même à l'origine de nombreux amendements pour faire évoluer la fiscalité des crypto-monnaies dans cette loi de finances 2022. Avant de parler concrètement des amendements, quel constat vous faites aujourd'hui sur cette fiscalité appliquée aux détenteurs de crypto-monnaies ? Pas que c'est une fiscalité qui est incitative. Très souvent en France, on a coutume de se plaindre du taux. Ouais. Mais quand je me compare, finalement, je me console, notamment vis-à-vis des Américains. C'est particulier, mais c'est vrai que les Français ne le savent pas. On a une fiscalité sur les cryptoactifs qui est plutôt incitative sur certains points, notamment la fiscalité personnelle. Et il faut s'en réjouir parce que ça fait partie d'une nouvelle classe d'actifs qui contribuera à terme à financer directement l'économie réelle. Donc on n'est pas si mauvais élève que ça, mais il y avait quand même des choses à améliorer. C'est ce Bien sûr, oui. Le principe des amendements qui ont été déposés, c'était de faire le constat qu'il y avait un dispositif qui était clair, mais pas suffisamment clair en 2017-2018, que j'avais commencé à mettre en œuvre dans la loi de finances de 2019, et qu'il fallait donc venir combler une certaine insécurité juridique sur certains points. Et puis le deuxième volet, c'était de rendre le secteur plus attractif, notamment pour les investisseurs, et de faire en sorte qu'il y ait un ruissellement des actifs qui sont aujourd'hui détenus dans la sphère des cryptoactifs vers l'économie réelle pour continuer à construire finalement le tissu de l'innovation en France. Alors, donc, deux amendements qui ont été adoptés, un certain nombre qui ont été rejetés. On va d'abord évoquer ce qui, normalement, devrait être mis en place dès l'année prochaine. Qu'est-ce qui évolue concrètement aujourd'hui pour la fiscalité des détenteurs de crypto-monnaies ? Alors, on a clarifié la fiscalité des personnes. Depuis 2018, les personnes sont assujetties à la flat tax sur leur imposition personnelle, sauf qu'il y avait de nombreux cas de requalification entre les particuliers et le statut de professionnel. C'est ça, il y avait un flou sur est-ce qu'on est trader professionnel ou non alors qu'on détient des crypto-monnaies. La matière est particulière. Maintenant, avec un smartphone, vous pouvez, sans intermédiaire, finalement, prendre position sur des cryptoactifs. C'est extrêmement facile. Le nombre de transactions donc, est extrêmement important. Et comme vous le savez, c'est très volatile. Donc, les plus-values ou les moins-values peuvent être importantes. Bien sûr. Et donc, il y avait des requalifications qui étaient pendantes au regard du droit applicable. On a voulu clarifier, borner et finalement transposer ce qui se passe sur les opérations de bourse traditionnelles pour qualifier de si quelqu'un est particulier ou professionnel. Et alors on met où le curseur ? Ça veut dire que si c'est en fonction du nombre d'opérations qu'on va faire par jour, par semaine ou par mois, on va être qualifié comme trader professionnel ou non professionnel ? Pas que. Il y a à la fois des éléments quantitatifs, en effet, le volume de transactions, le montant de la plus-value, c'était ça initialement, mais on est aussi allé adjoindre finalement des éléments un peu plus subjectifs pour que dans la qualification, il y ait un faisceau d'indices qui soit plus important, notamment si la personne se comporte comme un professionnel de marché des cryptoactifs, ce qui est généralement pas le cas des petits détenteurs, des petits porteurs finalement de crypto en France. On regarde également si c'est la source de revenus principale ou ça ne rentre pas en compte aujourd'hui. Si on regarde, c'est quelque chose qu'on regarde également. Et deuxième évolution, puisqu'on a parlé de deux amendements, qu'est-ce qui va changer également ? Ce qui va changer également, c'est notamment la fiscalité sur un régime un peu spécifique pour passer sur un régime sur l'impôt sur le revenu pour les catégories les modestes. Et donc, en gros, on pourrait sortir du régime de la flat tax pour un autre régime. Après, c'est plutôt marginal, mais ça consiste finalement à rendre un peu plus attractif le régime en place. Alors, finalement, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, la fiscalité appliquée sur les opérations de crypto-monnaie rejoint ce qui se fait aujourd'hui sur les opérations de bourse. Est-ce que ça veut dire qu'on commence à accepter cette idée que les crypto-monnaies, ce n'est pas que des arnaques et du blanchiment d'argent, mais c'est aussi une thématique d'investissement, même si volatile et risquée, mais que ça commence à devenir aussi une thématique d'investissement ? Oui, moi, c'est ce que je pousse en ce sens. Depuis 2018-2019, on a essayé de travailler à ce qu'il y ait une transposition du régime traditionnel, des actifs, des obligations sur le nouveau régime finalement des cryptoactifs. Parce que les cryptoactifs, comme le nom l'implique, ce sont des actifs qui ne sont pas traditionnels, des nouvelles classes d'actifs, mais ils ont vocation à finalement avoir aussi les mêmes buts, les mêmes objets que les outils traditionnels. Et donc, de ce fait, il n'y avait pas de raison de créer une classe sui generis avec un régime différent. Ce qu'on a essayé d'étendre
Bon, force est de constater qu'aujourd'hui, tout n'est pas transposé. La question des moins-values est toujours un sujet latent. Oui, c'est ça. C'est que quand on fait des opérations en bourse, on peut reporter ces moins-values sur 10 ans. sur 10 ans. On ne peut pas le faire avec des crypto-monnaies. On prend sa Exactement. perte et puis on espère, on espère la combler autrement, quoi. Exactement. En tout cas, vous ne pouvez pas au-delà d'une année fiscale. Non, il y a un sujet sur ce point-là. Il y a toujours une culture en France. Et comment on explique que du coup, on accepte en fait effectivement cette qualification de trader professionnel pour les crypto-monnaies, mais qu'on n'ait pas encore tout le même attirail fiscal qui entoure les opérations de bourse? Parce que ça met du temps à faire comprendre à nos décideurs publics, à la fois administratifs mais aussi politiques, que cet objet va avoir une véritable utilité dans le futur et qui devrait être entrevu comme étant un outil qui va avoir son importance et qui doit être considéré comme une nouvelle classe d'actifs tout simplement. Donc c'est un travail à la fois de pédagogie, de construction, parce que vous l'avez dit, très souvent quand on parle de cryptoactifs, on parle de blanchiment d'argent, on parle de scam, on parle d'arnaque, on parle aussi de pollution. Donc il y a un mélange de tout ça qui est aussi dû à une mécompréhension. Il y a un traitement parfois un peu défavorable dans les médias un peu mainstream de la question des cryptoactifs, et on voit toujours un peu le mauvais angle des cryptoactifs. Encore hier, je lisais un article du Monde qui était très étayé, mais dont le titre disait, en gros, le Bitcoin, il sert au financement des ransomware. Bon, oui, c'est vrai qu'il y a des problématiques avec les cryptoactifs, mais les problématiques sont les mêmes qu'avec une nouvel outil technologique. À chaque fois, les nouveaux outils, ils font peur, ils sont souvent utilisés aussi en premier lieu par des gens qui n'ont pas que des activités légales. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, vous avez des institutionnels qui investissent massivement, vous avez 25% par exemple des Américains qui détiennent des cryptoactifs, plus de 10% des Français. Enfin, ça commence à devenir... Et on entend souvent effectivement des professionnels de l'investissement pour des institutionnels nous dire que c'est un actif qui est très diversifié, ou en tout cas qui a un gros pouvoir de diversification. Et moi, il y a quand même une question que je voulais vous poser, c'est effectivement, on entend parler d'arnaque, de blanchiment d'argent, mais on entend aussi toutes les banques centrales se poser la question de savoir comment est-ce qu'elles vont créer leur monnaie numérique. Comment est-ce qu'on explique que du coup on soit aussi réticent sur des crypto-monnaies alors qu'on voit des banques centrales qui sont l'instance même de régulation de notre monnaie qui réfléchissent elles-mêmes à développer ce type de monnaie? Oui, alors déjà, il y aurait plein de choses à dire sur les monnaies digitales de banque centrale, dans leur définition, à quoi elles servent, par qui elles sont émises, quelles sont... Non, je parle plus de l'initiative et qui mais en fait, l'initiative même des banques centrales, elle tend finalement à juguler aussi un des aspects des cryptoactifs, qui est en fait la souveraineté monétaire. Pourquoi est-ce que aujourd'hui les décideurs publics ont un peu peur des cryptoactifs? C'est parce qu'ils pensent que d'un point de vue du régime actuel, d'un point de vue financier, marché, et aussi d'un point de vue monétaire, il y a des risques. Des risques pour les épargnants, mais aussi risques pour l'État qui aujourd'hui a le plein monopole finalement de l'émission monétaire. Donc tous ces problématiques-là font dire qu'on avance à tâtons sur ce sujet pour pas ouvrir grand les vannes. Moi, je pense que les Américains ont déjà fait le pari pleinement de s'investir en la matière, de réguler, de superviser. Les Chinois le font aussi, mais plutôt en interne dans leur pays. Et donc, il y a un intérêt pour que l'Europe ne soit pas à la traîne sur ce sujet et qu'on ne soit pas demain sur la question des cryptoactifs. Mais au-delà, parce qu'on a entendu notamment les annonces de Facebook sur le métaverse. Le métaverse sans la blockchain, ça n'existe pas. Enfin, sinon, ça existe déjà. Mais la nouveauté, c'est que maintenant, dans le métaverse, vous avez la blockchain. Et donc, ça serait bien que, pour une fois, en Europe, on ne soit pas les consommateurs des produits américains. Alors, retour rapidement sur les amendements qui n'ont pas été acceptés à l'Assemblée nationale sur la fiscalité des crypto-monnaies. Déjà, moi, il y en a un qui m'a marqué, enfin deux qui m'ont marqué, c'est réintégrer en fait finalement l'argent des crypto-monnaies dans l'économie réelle. On aurait pu imaginer des mesures incitatives, et donc là, en fait, on aurait transformé son Bitcoin ou autre en euros, et on aurait pu investir ça dans une société. Là, il y avait un amendement qui proposait une fiscalité avantageuse qui a été rejetée. Comment est-ce que vous voyez ça? Je pense que l'administration fiscale et le pouvoir politique n'étaient pas encore prêts à entrevoir des dispositifs dont ils ne connaissaient pas les tenants et les aboutissants. C'est une question de traçabilité peut-être de l'argent? Non, parce qu'aujourd'hui, la question de la traçabilité, il y a des problèmes qui sont absolument marginaux au regard notamment de la traçabilité du cash. Quand j'entends qu'on peut financer le terrorisme avec du Bitcoin, oui, si ensuite vous prenez le risque d'être monté directement et toute votre tenue de compte, votre comptabilité, elle soit analysée par les services de police. C'est d'ailleurs le cas actuellement. Non, l'apport cession, c'était un article qui faisait le pari qu'aujourd'hui, il y a des particuliers qui ont amassé beaucoup de plus-value latente dans leur portefeuille, qui donc réinvestir toujours dans le même secteur, et que
il fallait faire redescendre un peu cet argent pour qu'elle serve à investir dans les boîtes, toujours du même secteur de demain. C'est un sujet d'actualité qu'on traite régulièrement, l'épargne des Français qu'il faut rediriger vers l'économie réelle. Clairement, et donc il y a une partie de cette épargne qui est aussi sous forme de cryptoactifs en stablecoin, et il fallait donc s'assurer, comme ce que le font certains États membres, notamment au Portugal, qu'il y a une faculté finalement de réinvestissement avec une purge de la fiscalité a posteriori. Et globalement, ça n'a pas été encore entendu. Le gouvernement a dit travailler sur la question. J'espère que ça sera un des sujets, notamment pour la campagne présidentielle. Bon, alors il y avait également un sujet sur faciliter les paiements en crypto-monnaie, mais on n'aura pas le temps d'en parler. Juste un petit mot quand même sur les NFT. Alors on en parle souvent dans cette émission, que ce soit dans le monde de l'art ou autre, ça explose littéralement. Là, pour le coup aussi, il faut une fiscalité plus aboutie pour les encadrer. Pas simplement abouti. L'idée était de dire il faut qu'on travaille sur la question des NFT. Les NFT, c'est un actif numérique, mais derrière l'actif numérique, il y a, parce que c'est un NFT, il est non fongible, un sous-jacent qui peut être, vous l'avez dit, une œuvre d'art, un service. Ou une carte de joueur de football. Bien sûr, voilà, de la propriété, en tout cas. Dans un monde où tout peut être copié, le NFT, c'est la promesse qu'on peut individualiser son droit de propriété sur Internet. Et donc, il faut réfléchir plutôt sous le sous-jacent, savoir la fiscalité du sous-jacent, plus que réfléchir en fait la fiscalité du cryptoactif en tant que tel, parce que ça pose plein de problématiques de fongibilité. Et notamment sur la valeur que peuvent avoir les sous-jacents en question. Merci beaucoup Pierre Persson d'être venu décrypter avec nous les avancées à l'Assemblée nationale en matière de fiscalité des cryptoactifs. Je rappelle que vous êtes député de la 6e circonscription de Paris. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.